grand plaisir pour moi d'être ici, vous parler de l'impact des statistiques, hein, et de les nouvelles technologies qui sont en train d'apparaître dans la recherche scientifique. Alors ça, malheureusement, c'est la seule slide en français que j'ai faite, mais je vais parler en français, donc je pense que ça va être assez clair. Mais en effet, il y a vraiment un nouveau rôle des ordinateurs dans la recherche scientifique, mais surtout dans la société. Il va y avoir un énorme impact qu'on peut s'attendre. Donc ça, c'est un des titres qui est important, pourquoi le calcul est très important. Et je vais commencer avec un exemple dans lequel souvent les personnes qui ne sont pas dans le domaine ont des difficultés à comprendre, qui est cette question. Au CERN à Genève, on a cet accélérateur qui fait 27 km. Et c'est une machine très complexe que vous voyez sur l'image. Il y a 4 expériences. Et il y a eu une découverte qui a aussi donné un prix Nobel récemment, qui est le boson de Higgs. Il a fallu 100 millions de gigabytes de données pour découvrir ce boson. Et ceci a impliqué environ 200 centres de calcul dans le monde. Ici, c'est juste une petite image des échanges de données de la recherche du LHC. Et vous voyez ici, dans la région, il y a le laboratoire de physique subatomique de cosmologie qui est ici à Grenoble. Sinon, il y a le LAP à Annecy. Il y a le centre de calcul de l'IN2P3. Il y a le laboratoire de physique de Clermont. Donc, il y a des centaines de centres de calcul qui ont participé à cette expérience. Donc, la question est pourquoi on a eu besoin d'environ 600 millions d'ordinateurs qui ont tourné pendant 24 heures par jour, pendant plusieurs années pour faire cette découverte. Pourquoi une découverte, ce n'est pas aussi simple que juste regarder, voir et découvrir. En effet, on peut imaginer que pour faire il suffit de faire une observation et découvrir. Là, on ouvre la porte, il y a un chat derrière la porte, donc on a découvert le chat qui est derrière la porte. Pourquoi on n'a pas pu faire une simple expérience et découvrir ce boson de Higgs? Et en effet, si on simplifie un peu le processus scientifique de la recherche, normalement, le processus est en 4 étapes. D'abord, on fait des observations, on fait des expériences. On essaie de comprendre, on fait un modèle, on développe une théorie. On vérifie que la théorie est correcte. Et ensuite, on essaie d'utiliser cette théorie pour faire des prévisions concernant le futur. Il y a deux types de modèles. Le premier, c'est le modèle déterministe. Alors, je suis un peu navré, mais apparemment, il y a eu un rescaling, donc l'animation n'est pas correcte, mais je vais vous expliquer. Donc, il y a les modèles déterministes dans lesquels le sujet est assez simple. On fait des théories qui sont mathématiques. On connaît les conditions initiales et donc on peut prévoir facilement le futur. Mais quand la complexité dépasse un certain niveau, on utilise des modèles qui sont probabilistiques, stochastiques, et donc on calcule toujours la probabilité plutôt qu'une certitude. Et ceci est typique quand on ne connaît pas, par exemple, les conditions initiales d'une situation, et on peut juste faire tout un tas de scénarios de comment le processus va évoluer. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on augmente le nombre d'expériences, un processus qui est stochastique devient une certitude quand on a fait suffisamment d'expériences. Ici, il y a 3 exemples. Si j'ai une pièce de monnaie, je la lance 1 million de fois, ou carrément 1 milliard de fois, et
il n'y a que des têtes qui sortent, je peux faire une théorie que la pièce de monnaie a 2 têtes et que le prochain lancement de la monnaie va donner une tête. D'une façon similaire, toute la thermodynamique, la loi des gaz, c'est des modèles stochastiques que vu que le nombre de molécules est suffisamment grand, ils deviennent déterministes. Donc on peut absolument vérifier que si quand on comprime un gaz d'une façon isotherme, la pression double, par exemple. Et si on regarde la question du CERN, du développement, pourquoi on a eu besoin de tous ces calculs, c'est que, en effet, la découverte était que la statistique a prouvé une théorie, qui est la théorie du boson de Higgs. Et si vous allez lire le papier qui a été publié pour la découverte du boson de Higgs, le papier ne dit pas qu'on a regardé et on l'a vu. Le papier dit qu'on a fait des observations pendant plusieurs années et les observations qui ont été faites sont compatibles avec la théorie. Et pour être sûr de cette affirmation, de cette compatibilité, on est arrivé à, on appelle 5 sigma, donc la probabilité d'erreur est inférieure à 1 milliardième. Donc en effet, c'est pour ça qu'on est assez sûr qu'on a découvert le boson de Higgs. En effet, ce qu'on a calculé, c'est, alors ça c'est technique, c'est la probabilité du modèle donner les données observées. C'est une probabilité conditionnelle et on va y arriver dans un peu. Alors ce qui est intéressant, c'est que le gros changement vient des ordinateurs. Le fait que de plus en plus les ordinateurs sont performants et si on regarde dans le passé, au début des années 90, on est passé de 16 à 32 bits dans les processeurs. Et à l'époque, on considérait que 32 bits, ça donnait 4 gigabytes d'adresse d'espace adressable, et c'était infini. Jamais quelqu'un pouvait imaginer qu'on aurait pu construire des ordinateurs qui avaient plus de 4 gigabytes. Aujourd'hui, on est passé à 64 bits, et je me pose la question, quand est-ce qu'on aura des ordinateurs qui vont avoir 128 000 gigabytes? Et si on regarde aujourd'hui ce qu'on peut faire, on n'est pas très loin de ce qu'on peut faire. Donc, c'est aussi une limite qu'un jour on va atteindre. Mais en général, c'est vrai que dans l'informatique, c'est toujours difficile de faire des prédictions qui sont très fiables dans le long terme parce qu'il y a eu un progrès impressionnant. Et si on regarde ce qui a changé, les statistiques, les mathématiques, en général, toutes les sciences sont très consolidées parce qu'il s'agit d'une connaissance consolidée et démontrée qui évolue lentement. Mais le progrès technologique dans les ordinateurs a été impressionnant. Dans les performances des ordinateurs, il y a eu un minimum 3 ordres de grandeur d'augmentation. Dans le stockage de données, 6 ordres de grandeur. Et dans le réseau, au moins 4 ordres de grandeur dans les dernières 10-15 ans. Si on avait eu juste 3 heures de grandeur dans la vitesse des trains, aujourd'hui les trains rouleraient à 100 000 km par seconde. Donc aller de Grenoble à Paris, ça se ferait en moins d'une seconde. Et alors qu'est-ce qui a changé? En effet, ce qui a changé, c'est ce progrès dans l'informatique qui était exponentiel. Et en plus, vu ce progrès, il y a eu beaucoup plus d'investissement dans l'informatique, ce qui a fait que dans la réalité, l'impact de l'informatique était plus qu'exponentiel. Et ce que je veux dire, c'est qu'on est juste au début. C'est-à-dire que chaque fois qu'on regarde, là j'ai mentionné le stockage, les processeurs, le réseau, dans chacun de ces domaines, il y a des performances qui vont s'améliorer d'une façon significative dans les années à venir. Et
maintenant on va toucher le problème, c'est que l'éducation est très importante parce que le grand public, pour l'instant, n'a pas encore vu les conséquences de ces changements. Ça, c'est une enquête que j'ai faite auprès des étudiants dernière année de master en finance à l'Université de Lausanne. Et je leur posais cette question. Quelle est la distance entre Lausanne et Zurich? 200 mètres, 200 kilomètres, 200 000 kilomètres ou 200 millions de kilomètres? C'est facile. La totalité des étudiants ont donné la bonne réponse. Juste parce qu'ils ont considéré que cette question était facile. Après, j'ai posé cette question. Combien de transistors il y a dans le chip de la Xbox? Alors là, ce n'est pas le slide que je m'attendais, mais en tout cas, il n'y a eu que 1/5 de réponses correctes. Et la plupart des étudiants ont donné une réponse qui était fausse de 3 heures de grandeur. Pas de 300, hein, mais de 1000 fois. Une autre question était combien d'adresses IP sont disponibles aujourd'hui sur Internet? Et j'ai eu une seule réponse correcte. Et la plupart des étudiants ont eu 20 ordres de grandeur d'erreur. Ceci donne une petite réflexion. Donc maintenant, une petite question comme ça pour le public. C'est une question assez facile. Alors, un QR code, normalement, le minimum qu'on peut avoir, c'est 25 par 25. Celui-ci, il est encore plus petit, il a juste 16 x 16. Alors, combien de QR codes sont possibles en utilisant une taille de 16 x 16? Alors, on peut dire 256. Quelques centaines de millions, donc un pour chaque habitant d'Europe, un pour chaque habitant sur Terre, un pour chaque atome sur la Terre ou un pour chaque atome dans l'univers. Je vous épargne les calculs, mais c'est assez simple. Donc, il y a 256 pixels, donc c'est 2 puissance 256, et ce qui fait 1,15 fois 10 puissance 77, c'est qu'il y a plus du nombre d'atomes dans l'univers. Et si on prend la version 25 fois 25, pardon, on a 10 milliards de trillions pour chaque atome dans l'univers. Alors maintenant, je veux vous parler des statistiques et du rôle. Aussi dans le but de prévoir le futur. Alors ça, c'est un exemple, un des plus simples que j'ai pu imaginer. Vous avez une pièce, vous la lancez 10 fois et vous avez 6 têtes et 4 faces. D'ailleurs, 6 têtes et 4 faces, c'est la sortie la plus probable. Parce que c'est plus probable d'avoir 6 têtes et 4 faces ou 6 faces et 4 têtes que 5 et 5. Donc, la question est, avec cette information qui est 6 sur 4, quelle est la probabilité d'avoir une tête au prochain lancement? Et je vous donne 4 possibilités. La première, c'est que moins de 0,5, c'est-à-dire qu'on peut dire, vu qu'il y a eu plus de têtes, la face est plus probable. Ou bien 0,5, les lancements précédents ne comptent pas, donc on reste 50-50. Ou bien 0,6, la tête est significativement plus probable, ou entre 0,5 et 0,6. Avant que... Je ne vais pas faire un sondage, mais je vais vous donner les réponses. Mais on commence par la première.
si vous allez au casino, vous jouez à la roulette, il y a rouge, noir, et il y a beaucoup de gens qui notent le nombre de rouge, le nombre de noir, et puis part du principe que sur le long terme, le nombre de rouge égale le nombre du noir. Donc s'il y a beaucoup de rouges qui sortent, ils vont miser sur le noir. C'est comme si la roulette allait corriger des erreurs qu'elle avait faites dans le passé en faisant sortir plus de rouge. Et le raisonnement qu'on pourrait avoir, c'est la loi de grand nombre qui dit qu'à l'infini, normalement, les rouges et les noirs vont s'égaliser, etc. Alors ça, c'est un raisonnement qui est faux. Hein. Si la roulette continue à faire du rouge, vous avez intérêt à jouer sur le rouge. C'est un conseil que je vous donne. Hein. Donc, pardon, ça aussi c'est un peu décalé, mais ça c'est un raisonnement qui est faux. Mais donc on va quand même regarder les trois autres raisonnements. Un disait que vous restez sur l'idée que la probabilité reste 50-50. Ceci veut dire que vous avez a priori un modèle d'une pièce de monnaie. Vous pensez qu'une pièce de monnaie, normalement, elle fait 50-50, et vous restez de cette opinion. Et donc, le fait que dans votre expérience, il y a 60-40, vous l'ignorez. Vous ne tenez pas compte. Et donc, ça s'appelle the theoretical approach. Vous avez une théorie dans laquelle vous croyez, et vous faites la prévision sur la base de cette théorie, et vous ignorez l'expérience. L'approche opposée, qui est aussi valide. Imaginez que vous n'avez pas pu voir la monnaie. Peut-être c'est une monnaie qui a été manipulée et vous vous fiez uniquement à votre expérience. Sur la base de tout ce que vous savez, c'est que c'est 60-40 et donc vous estimez une probabilité à 0,6. Et ça, c'est la frequent probabilistic interference. Juste l'expérience. Sinon, ce que vous faites, vous combinez les deux. Soit vous utilisez l'expérience pour voir si le 6,40 est compatible avec votre modèle de 50-50 et donc vous validez le 50-50, ou bien vous adaptez votre modèle en disant « Ah, c'est quand même peut-être, vu que j'ai eu plus de têtes que de faces, c'est 50-50, mais peut-être c'est 51-49. » Parce qu'avec l'expérience que j'ai eue avec 7 pièces de monnaie, la tête est plus probable. Donc vous voyez comment c'est complexe. Il y a une théorie, il y a une expérience, et on utilise l'expérience pour valider la théorie ou pour construire la théorie. Et tout ça, c'est basé sur la probabilité conditionnelle. Donc vous savez que la probabilité de tirer un roi dans un tas de cartes, c'est 1 sur 52. Mais la probabilité de tirer un deuxième roi, ce n'est pas 1 sur 52, mais c'est 3 sur 51, parce qu'il reste 3 rois dans 51 cartes. Et ça s'appelle la probabilité conditionnée de tirer un deuxième roi en sachant qu'un premier roi a été tiré. Et toute la théorie scientifique se base sur ça. Qui est la probabilité des données multipliée par les probabilités du modèle en sachant que certaines données sont sorties par rapport à la probabilité du modèle, par rapport à la probabilité de données, que les données sortent en sachant que le modèle est vrai. Et là, je vais vous faire un exemple qui est très significatif, qui s'applique à la médecine. Et c'est le message que je passe toujours à mes amis médecins en disant que quand ils font des diagnostics, il faut bien connaître la statistique. Alors je vais vous soumettre ce cas de cette maladie imaginaire qui s'appelle Mongolian Swamp Fever, qui est une maladie rare, qui touche une personne sur 10 000. Mais heureusement, il y a un test. Et ce test est très fiable. Si vous avez la maladie, il va être positif à 99,99%. Si vous n'avez pas la maladie, il va
vous dire que vous n'avez pas la maladie à 99%. Le test Covid est assez similaire à ça, mais la partie ici est beaucoup moins fiable. Donc vous risquez beaucoup plus facilement d'être positif et pas avoir le Covid. Maintenant, la question que je vous pose est la suivante. Vous faites le test et vous êtes positif. Quelle est la probabilité que vous soyez malade? Je vous donne 3 réponses. 99%, parce que le test est fiable à 99%. 50-50, parce que voilà, je peux être malade, non malade, et donc ça fait 50-50. Ou bien, je peux garder le sourire, et j'ai moins de 1% de probabilité d'être malade. On va faire un sondage. Qui pense être à 1% qui peut garder le sourire après un test positif? Une personne. Qui est plutôt 50-50? 2, 3, 4 personnes. Juste pour être sûr, qui pense que c'est 99% pour voir si on a un total? Une grande majorité. Et il y a beaucoup d'applications dans la vraie vie qui fonctionnent vraiment comme ça. Je peux mentionner beaucoup de tests qui ne sont pas très fiables, dans lesquels les gens sont diagnostiqués positifs et subissent de traitement. Alors maintenant, on va faire quelques calculs assez simples. On a dit que la maladie est rare, 1 sur 10 000. Donc ça, c'est un carré de 100 fois 100, donc il y a 10 000 carrés. Et il y a une personne malade, qui est le point rouge. Vous faites le test sur la population, donc vous faites partie de la population, peut-être vous êtes le carré rouge, peut-être vous ne l'êtes pas. En faisant 10 000 tests, le test est fiable à 1%. Donc, 1% de 10 000, il y a 100 personnes qui sont positives au test, plus la personne malade. Et donc, ça, c'est les personnes qui sont positives au test. Et sur les 101, il y en a une seule qui est malade. Donc la probabilité que vous soyez malade après le test positif est 1%. Donc vous pouvez, pour l'instant, garder le sourire. Et donc là, on applique vraiment le calcul de Bayes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on prend les différents calculs et on a moins de 1%. Maintenant, une chose intéressante, c'est que si on fait un deuxième test, même question. Est-ce que c'est 99% ou 99,1% vous allez sûrement mourir parce que vous avez fait un test, vous avez refait le test et 2 fois vous êtes positif? Est-ce que vous êtes malade? Ou bien c'est 50-50, vous êtes malade ou vous n'êtes pas malade? Ou bien, parce qu'on n'a pas bien fait les calculs, c'est peut-être 10%. On va refaire le test qui est à 10%. Je pense que je vous ai convaincu. Qui est 50-50? Une seule personne. Qui est à 99,9%. J'imagine le reste, mais je vois que tout le monde est un peu plus prudent maintenant. Eh bien, ce que je veux dire, c'est qu'il faut connaître les statistiques, il faut faire les calculs. Et c'est assez facile le calcul. En tout cas, la question, est-ce qu'un deuxième test change la probabilité d'avoir la maladie? La réponse est oui, bien sûr. C'est pour ça que quelquefois, quand on a une maladie grave, il vaut mieux peut-être voir 2 médecins, répéter le test pour être sûr. Et donc, si on calcule, alors, sur les 101 personnes qu'on a connues tout à l'heure qui ont testé positif, on refait un test sur les 101 personnes. Évidemment, il y a celle qui est malade. Et puis, sur les 100 autres, 1% de faux positifs, ça fait qu'il y a une autre personne qui va être positive. Donc, à la fin, on a 2 tests positifs sur une population de 101 et la probabilité est 2 divisé par 101, donc c'est 49% environ, 0,497%.
Donc c'est 50-50. Je vous signale qu'il y a une seule personne qui a dit que c'était 50-50. Mais le principe, c'est que le plus d'observations on fait, plus on réduit l'incertitude. Et tout ça pour dire que le calcul aujourd'hui a activé un nombre très important de méthodes et techniques qu'il y a juste quelques années étaient considérées impossibles. Et en pratique, on peut faire plein de corrélations statistiques sur des données qui sont non structurées ou pas fiables, en partant du principe que tout le bruit qui n'est pas, comment dire, biased ou polarisé, s'annule. Et donc, en faisant plusieurs fois l'expérience, on peut augmenter significativement la précision d'une mesure. Donc, je veux mesurer la longueur d'une table. Si je la mesure 10 fois et je fais la moyenne, j'obtiens un résultat qui est plus précis qu'une mesure unique. Et surtout que quand on a des nombres suffisamment importants, on peut commencer à exclure des scénarios qu'on peut considérer impossibles du point de vue probabilistique. Ce qui est une contradiction en soi, hein, parce que s'il y a un minimum de probabilité, c'est toujours possible. Et il y a des aspects qui arrivent dans la vie de tous les jours qui sont très surprenants et il faut s'y préparer. Et donc je vais donner quelques exemples un peu plus techniques, mais vous savez que le cryptage est très important aussi pour sécuriser les transactions financières, pour votre paiement de carte de crédit, etc. Et tout ce cryptage se base sur deux types d'encryption, le cryptage symétrique et asymétrique, mais celui qui est le plus utilisé, c'est le cryptage asymétrique, avec deux clés, une clé publique, une clé privée. Et ce que souvent on ne sait pas, c'est que craquer quelque chose qui est crypté d'une façon asymétrique, ce n'est pas une question de chance, ce n'est pas une question d'essayer jusqu'à quand ça marche. C'est juste résoudre un problème mathématique qui est parfaitement posé et qui a une seule solution. Et donc, le cryptage asymétrique, c'est juste résoudre ce problème difficile. L'exemple, par exemple, trouver deux numéros dont le produit égale un certain chiffre. Ça s'appelle le produit de factorisation, le problème de la factorisation de nombres, pour lequel on n'a pas d'algorithme efficace. Et donc la seule chose, c'est essayer jusqu'à quand ça marche. Mais le problème est parfaitement posé et il a une seule solution. Si vous trouvez la solution, vous avez craqué le cryptage. Et donc ça c'est le même exemple. Et en effet, le décryptage, c'est ce problème parfaitement posé et la fameuse clé privée qui permet de revenir en arrière est juste une espèce de hint, de aide à la solution. Donc typiquement, je dois trouver les deux nombres qui produisent ce résultat, mais si j'en donne un des deux, trouver l'autre est très facile, il suffit de faire la division. Donc avec cette petite aide, on décrypte. Et tout se base sur le fait que le calcul qui est nécessaire pour crypter est très faible par rapport au calcul qui est nécessaire pour décrypter. Donc la sécurité se base sur la distance et la difficulté du problème. C'est très facile d'aller dans un sens, mais c'est très difficile de revenir en arrière. Et avec les ordinateurs qui deviennent de plus en plus performants, un problème qui hier était difficile, avec un ordinateur beaucoup plus puissant, peut être résolu presque instantanément.
Donc si on prend les systèmes de cryptage qui avaient été utilisés dans les années 90, si quelqu'un n'a pas mis à jour son ordinateur, il n'a plus aucune sécurité. Les mots de passe de Windows 95 aujourd'hui sont craqués en temps réel. Et donc ce qu'il faut faire, il faut constamment se déplacer dans ce sens pour faire de plus en plus de calculs pour crypter, pour rendre difficile le retour en arrière. Et si vous voulez un défi, cherchez les deux nombres entiers qui multiplient ensemble donnent ce chiffre et vous allez recevoir 200 000 $, qui est le RSA 2048 Challenge. Et là, je vais faire juste une petite parenthèse. On parle beaucoup d'ordinateurs quantiques. Et le problème de factorisation, c'est un problème qui devient beaucoup plus facile avec des ordinateurs quantiques qui aujourd'hui n'existent pas encore. Mais le jour où ces ordinateurs quantiques vont exister, il faudra rapidement réfléchir à changer les systèmes de cryptage. Sinon, la personne qui possède un ordinateur quantique peut rentrer dans le compte bancaire de n'importe quelle personne ou faire des paiements par carte de crédit sur le compte de n'importe quelle autre personne. Et alors maintenant, je vais parler un peu de traitement des données. Donc l'approche traditionnelle, c'est l'approche structurée. Donc on a des bases de données dans lesquelles on met des numéros de téléphone et la base de données est considérée contenir le vrai. Et ce vrai est garanti par tout un tas de vérifications, d'intégrité, de contraintes. Et avec ça, avec un software déterministe, on peut faire des prédictions très fiables. Et à l'opposé, il y a l'approche non structurée, dans laquelle on demande, voilà, on a l'information, appelle-moi à ce numéro. Mais qu'est-ce que c'est ce numéro? Est-ce que c'est un numéro de téléphone? Probablement. Mais est-ce que c'est un téléphone, un 07, est-ce que c'est un téléphone français ou c'est un téléphone suisse? Ou ça peut être un téléphone fixe de Friedrichshafen qui a le préfixe 0754. Est-ce qu'on peut corréler cette information en sachant que la connexion Internet venait de Lausanne en Suisse? Donc avec ça, ça peut-être augmente la probabilité que le numéro était un numéro suisse. Mais on n'est pas sûr. Peut-être c'était un visiteur français qui se trouvait à Lausanne. Et donc, il y a tout un software d'analyse qui essaye de deviner d'un côté la réponse la plus probable. Mais ce qui est intéressant, c'est que le vrai business aujourd'hui, c'est de trouver des alternatives, des solutions possiblement alternatives pour découvrir des nouveaux marchés, pour découvrir des besoins qui ne sont pas encore couverts par des nouveaux produits. Et c'est là où l'innovation commence à jouer son rôle. L'exemple de la reconnaissance d'image, c'est vraiment un sujet qui est très, très, comment dire, chaud de ces temps, mais tout devient ambigu. La question que je vous pose est combien de ces photos représentent un enfant ou un bébé? D'abord, est-ce que c'est un enfant ou un bébé? Il y a déjà un problème de traduction de l'anglais vers le français. Supposons que c'est un bébé. C'est un bébé? C'est un bébé? Est-ce que c'est un bébé? Ça, c'est un cartoon ou c'est un bébé? Est-ce que c'est un bébé oiseau? Est-ce que ça, c'est un bébé ou c'est un bébé avec sa maman? Donc, en effet, on voit que tout de suite, il y a une certaine ambiguïté aussi par les hommes. Donc, comment fonctionne la machine? Et ça devient un problème subjectif, mais on peut estimer une probabilité subjective. En transformant des millions de réponses subjectives en une seule réponse objective. Hein, c'est la démocratie. La majorité a voté comme ça, donc ça devient la vérité. Mais attention, hein, c'est compliqué. Hein. Et la question est, est-ce qu'on peut développer un algorithme qui analyse à partir d'une photo
et donne une réponse à partir de tout un apprentissage que cet algorithme a fait sur les photos qui ont été classifiées précédemment. Et l'autre exemple, c'est la prédiction à partir de données de très basse qualité. Je pense que la plupart d'entre nous avons un téléphone portable dans la poche. Et bon, évidemment, il y a plusieurs personnes au monde qui savent beaucoup sur ce que vous faites avec vos téléphones. Votre fournisseur de carte SIM, Google, Apple, les applications, les personnes qui vous ont installé des applications qui reçoivent des données, mais typiquement, ils peuvent savoir votre emplacement dans le temps et en position. Accès à votre email, accès à vos contacts, savoir qui est assis à côté de vous et tous vos pages que vous avez lues sur Internet. Mais il y a quand même des lois. La loi sur la protection de données et ça marche. Donc, si vous utilisez un téléphone Android, par exemple, vous allez sur Google Takeout et vous pouvez récupérer la totalité des données que Google a accumulées sur vous et vous pouvez me demander à qu'on les fasse. Dans mon cas, moi, j'ai fait l'exercice. Ça représentait environ une trentaine de gigabytes. J'étais surpris parce que on trouve mes déplacements, mais il y a aussi écrit que j'étais en voiture, que j'étais en avion, que j'étais à pied, que j'utilisais un bateau, tous les restaurants dans lesquels j'ai été, etc. Et le vrai problème, c'est que moi, je peux demander à qu'on efface mes données personnelles. Donc, ils vont juste effacer ma position et mon temps. Mais le fait que j'étais en bateau ou que j'étais dans ce restaurant, ce n'est pas une information qui m'appartient. Parce que ce n'est pas moi qui a dit à Google que j'étais dans ce restaurant. C'est Google qui a fait la corrélation entre ma position et le fait qu'à cette position, il y avait un restaurant. Donc ces données appartiennent à eux, pas à moi. Donc ils ne vont pas les effacer. Et en effet, la valeur, ce n'est pas dans l'information individuelle, mais dans les corrélations qu'on peut faire. Si Google découvre que deux personnes dans cette salle se connaissent, ça c'est une information que ces deux personnes n'ont pas donnée à Google et qui appartient à Google. Et donc le problème se complique significativement. Mais sur un ton beaucoup plus positif, où est-ce qu'on va voir des changements significatifs? Alors, dans la physique de haute énergie, on a eu une longue tradition d'utiliser les ordinateurs. Mais dans d'autres sciences, il y a plein de recherches qui peuvent bénéficier de ces nouvelles approches. Je mentionne la biologie, la médecine, le climat, les prévisions météorologiques. Et là, je mentionne par exemple avec beaucoup de données, arriver à corréler le génotype, donc l'ADN qu'on a, avec le phénotype par exemple. Donc on peut d'un côté avoir des grosses améliorations dans la médecine, mais évidemment, il y a aussi tout un tas de risques éthiques qu'il faut bien réfléchir et gérer. Du point de vue de la finance, calcul des risques d'assurance, risques de prêts, toute la partie financière. Pour le marché, le business, les ventes, comment faire la publicité, comment mieux cibler la publicité sur des marchés qui ont le potentiel à partir de données qui sont collectées d'une façon globale. Et alors, sur ça, moi, j'arrive à ma conclusion avec ce message. D'abord, tout ce que chacun d'entre nous a appris à l'école en mathématiques, en statistiques,
en physique est toujours valable. Rien ne change. Et ce qui a changé, c'est que les ordinateurs peuvent faire beaucoup plus aujourd'hui de ce qu'ils pouvaient faire il y a quelques années. Et des approches statistiques et d'analyse de données qui, il y a quelques années, étaient inimaginables, aujourd'hui deviennent monnaie courante. Et avoir accès aux données, c'est la chose la plus stratégique. Beaucoup plus qu'avoir accès aux ordinateurs. Parce que les ordinateurs, on peut les acheter, mais les données, souvent, on ne peut pas les acheter. Et ça, je parle souvent des sociétés qui possèdent les données. Mais comme toute révolution, le progrès peut amener des bonnes choses comme des mauvaises. Normalement, c'est plus l'avantage que le désavantage. Mais c'est quand même quelque chose qu'il faut apprendre à gérer. Et donc là, le message, c'est que c'est l'éducation qui devient stratégique. Et je vais faire quelques exemples. Si on va en arrière 20, 30 ans, à l'école, on disait c'est important pour l'avenir de bien parler l'anglais. Donc tout le monde, plus ou moins, maintenant parle l'anglais. Après, on a dit c'est important de savoir utiliser l'ordinateur parce que tout le monde travaille avec un ordinateur, donc il faut connaître l'anglais, il faut aussi savoir utiliser l'ordinateur. Alors le message que je donne, il faut aussi bien un peu connaître les sciences et c'est pour ça que je dis apprenez, surtout pour les nouvelles générations, il faut passer le message que c'est important de bien connaître les statistiques. Parce que c'est sur la base des statistiques que beaucoup de choses vont se jouer. On parle beaucoup de AI, on parle beaucoup de machine learning, et c'est que des approches statistiques dans lesquelles il faut avoir une solide formation académique. Je vous remercie.